Merci de nous rejoindre sur la télévision du développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour. C'est l'heure à laquelle vous nous suivez et bienvenue dans Question de l'heure. Question de l'heure de ce jour parlera de la question de l'investiture du nouveau gouvernement souminois. Il venait à peine d'être nommé sur ordonnance présidentielle et voilà que l'Assemblée nationale a fait passer le programme souminois Toulouka. Mais aujourd'hui, on parle déjà de la reprise dans différents ministères tels que établis dans le programme rendu public hier par le secrétariat général du gouvernement. Nous avons notamment le ministère de l'Intérieur, les ministères de Transport, le ministère de l'Économie, le ministère de la Formation professionnelle, où nous avons vu les nouveaux ministres être entrés déjà en fonction, démarrer leur mission. C'est autour justement de toutes ces questions et aussi et surtout de la question de la révision constitutionnelle. Une question non le moindre, surtout pour la République démocratique du Congo qui fait face aujourd'hui à la guerre imposée par les ennemis de la paix. Donc la révision constitutionnelle est-elle une opportunité? Est-elle une préalable pour arriver justement à la paix durable en RDC? C'est autour de toutes ces questions justement que va devoir répondre notre invité qui n'est autre qu'un scientifique et analyste politique à qui je dis déjà bonjour. Donc il s'agit du professeur Sylvain Chikoji Mbumba. Bonjour professeur. Bonjour madame. Et bienvenue à cette émission. Merci. D'entrée de jeu, nous allons parler quand même de l'investiture. Hier, nous avons vécu, mardi, nous avons vécu l'investiture au niveau de l'Assemblée nationale, lundi, une plénière qui a duré pendant plusieurs heures. Et 2 jours après, on a parlé de la reprise au niveau de la primature. Jean-Michel Samalukonde a remis le bâton de commandement à la première femme qui prend le règne du gouvernement congolais. Une lecture par rapport à cet événement? Oui, merci beaucoup madame pour m'avoir invité à cette émission de Question de l'Air. Je pense que le gouvernement, l'installation du gouvernement a pris un retard, déjà 6 mois, et tout devrait aller quand même très très vite, ce qui a fait que le mardi, ça a été quelque chose de plus rapide. Et puis, bien que ça a pris beaucoup de temps dans l'hémicycle, mais on est arrivé quand même à investir ce gouvernement que j'apprécie à sa juste valeur. Et en même temps, la première femme, première ministre, c'est quand même quelque chose qu'il faut remercier les Congolais d'abord qui ont évolué dans leur mentalité et particulièrement le chef de l'État qui a pensé qu'il avait fallu qu'il y ait quand même une parité ou peut-être une représentativité assez forte, ce qui n'a jamais été le cas dans ce pays. Et je pense que nous sommes parmi des nations qui ont compris, qui ont fait une révolution sociale à ce niveau-là. Et de ce point de vue, je pense qu'il faut jeter beaucoup de fleurs au président de la République, M. Antoine Félix Tshilombo, et en même temps encourager la chef du gouvernement pour qu'elle puisse aller de l'avant. Et je voudrais aussi dire que, comme je le disais là, que ça a pris du temps, et maintenant ça doit aller très vite. C'est ainsi qu'il y a eu la remise et reprise beaucoup plus rapide dans presque tous les ministères. Et d'abord la première ministre qui a changé, qui a pris le bâton des commandes de main du chef du gouvernement passé, M. Samalukonde. Et je pense que c'est une très très bonne chose. Nous espérons que ce point de départ sera un très bon point de départ pour le bien de notre population. Voilà, on va prendre d'abord cette remise reprise qui s'est déroulée hier mercredi au niveau de la primature. On y va.
Cette cérémonie symbolise le respect de la Constitution après les honneurs réservés à ces hautes personnalités du pays. Le Premier ministre sortant, Jean-Michel Sama-Lukonde, comme la coutume le veut, accompagné de celle qui l'a succédé au jardin des premiers ministres pour le vernissage de son buste. Sur place, Judith Suminwa-Tuluka a planté l'arbre symbolisant la prise de ses fonctions. Entretenu dans les normes, le jardin de la primature est considéré comme un haut lieu de préservation du patrimoine congolais. On retrouve dans ce cadre les bustes de tous les anciens premiers ministres, œuvres des artistes tels que Alfred Liolo, Lema Koussa. Après le passage au jardin, les deux personnalités ont eu un tête-à-tête, question de se dire des confidences comme le veut la tradition. Je voudrais féliciter Madame la Première ministre, d'abord pour sa prise de fonction aujourd'hui, mais aussi rappeler ce choix historique pris par le président de la République, champion de la masculinité positive. La féliciter également pour la brillante présentation au Parlement du programme d'action du gouvernement qui reflète la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui sera son fil conducteur tout le long du moment qu'elle va passer à la tête du gouvernement. Ce jour est un jour mémorable et je ne peux qu'à mon tour remercier le Seigneur, le maître de temps et des circonstances. Merci aussi et toute ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il a mis en moi, afin de poursuivre le travail que Monsieur le Premier ministre Sama a commencé. Car comme vous le savez, il a indiqué, il s'agit de consolider ce qui a été fait et de poursuivre. Je sais qu'il n'est pas loin et que je pourrai toujours recourir à lui pour avoir certaines informations, certains conseils sur la manière de faire certaines choses, parce que c'est toujours important d'écouter ceux qui sont passés avant nous. D'une étape à une autre, Jean-Michel Sama-Lukonde a servi de guide pour la visite des différents bureaux et installations réservés au Premier ministre dans ce bâtiment. La cérémonie a été sanctionnée par la signature d'un procès verbal et d'échange des documents en présence du secrétaire général du gouvernement Albert Ekumbaki Ombata. Nous avons suivi tous une longue plénière au cours de laquelle le gouvernement souminois a été investi. Et tout au long de la lecture de son programme, nous avons décelé 6 piliers retenus par la première ministre Judith Suminwa, parmi lesquels nous avons parlé de plus d'emplois, la création d'emplois et protection du pouvoir d'achat des ménages qui posent actuellement problème, professeur. Oui, je crois que le programme a été très bien étoffé et qu'il laisse à croire qu'il y a de l'espoir. Et je pense que les 6 piliers qui ont été déployés par Madame la Première ministre me semblent être quand même réalistes. Mais encore faut-il aller plus loin jusqu'à les mettre en pratique pour que ça soit efficient pour la population. Créer beaucoup plus d'emplois, c'est une bonne chose, mais il faudra vraiment qu'on ait des projets qui peuvent amener à cette création d'emplois. Par exemple, lancer des grands travaux, des constructions ou des reconstructions de nos routes, par exemple, ça peut amener... C'est d'ailleurs là aussi des piliers, aménager le territoire national, par exemple, pour permettre la connectivité des territoires. Oui. Par exemple ça peut amener à créer des emplois. Et il faut aussi une organisation de ces ministères qui s'occupent de l'emploi ou de certains... il y a un établissement de l'État qu'on appelle ONEM qui devra être normalement restructuré pour qu'il y ait l'efficacité, puisque quand on a fait 15 ans, on n'a plus d'idées pour proposer autre chose. Donc il faudra balayer toutes ces personnes qui n'ont pas beaucoup apporté. Et je pense que la Première ministre devra penser à ça, à son portefeuille, pour peut-être restructurer les choses au niveau de toutes nos entreprises de l'État et des établissements publics
qui peuvent nous aider, par exemple, à créer réellement des emplois. Puisqu'il y en a qui ont travaillé pour eux-mêmes, mais qui n'ont pas travaillé pour notre population. Voilà, on va prendre cette fois-ci cet extrait, là où la Première ministre parle justement de cet emploi de jeunes. Ces moments sombres, l'unité et la solidarité de notre nation seront notre force et notre espoir. Si pas dans toute sa totalité, mais du moins à 80%, où l'on dénombre chaque jour qui passe de morts et aussi des enfants démunis, sans parents. N'est-ce pas là bonne question. Au sein je pense que le mal va ça l'état. Sinon, vous venez de suivre le discours de Madame Ministre qui s'est engagée pour tout ça de l'Union éléments côté. Mais au Bénin, tous les États machines. Ou est-ce que l'État est un emploi, sécurité zali. Vous venez de suivre Madame la Première ministre. Pourquoi voyez-vous, est-ce que l'assurance et tout ça par rapport aux jeunes, est-ce que vous espérez alors qu'il y a la guerre? Voilà, vous venez là, professeur, de suivre quand même cet extrait choisi par notre réalisateur Freddy Kabengele. Comment voyez-vous que les jeunes, vous avez tantôt là parlé de l'ONEM, oui. Est-ce que les jeunes peuvent espérer aujourd'hui avec l'arrivée de cette dame de fer à la tête du gouvernement? Oui, merci beaucoup pour cette question. Je pense que quand on est jeune, cela implique déjà l'espérance et l'espoir. Donc notre jeunesse, c'est la force même de ce pays ici. Et je pense qu'ils ont tout le droit d'espérer, et d'espérer le bonheur qui peut venir à tout moment. Avec cette première ministre qui est en même temps une mère, je pense que son cœur sera beaucoup plus ouvert pour créer de vrais emplois pour la jeunesse. Le problème, c'est qu'il y a un dysfonctionnement terrible dans la gestion du potentiel du capital. J'ai toujours dit que la richesse du pays, c'est le capital humain. Et ce capital est dans notre jeunesse. Une jeunesse qui est laissée sur les carreaux, qui est pratiquement oisive et qui ne fait rien tout le temps. Vous voyez ceux qui sont sur les motos, ceux qui sont sur la route, ceux qui sont dans les vérandas de leurs parents, qui sont laissés à eux-mêmes. Il faut utiliser toute cette potentialité pour pouvoir développer le pays. On ne peut pas développer le pays sans tenir compte de cette jeunesse qui est fougueuse et puis qui est capable de faire de grandes choses, qui est génie. Donc, j'encourage ici le système de formation professionnelle, où nos jeunes peuvent avoir beaucoup de formation, et en même temps, j'encourage l'ONEM de se restructurer et de pouvoir penser qu'il faut des formations réelles qui peuvent amener cette jeunesse à l'expertise et à trouver de l'emploi. Puisqu'il y a des instruments. L'ONEM, c'est un instrument de l'État qui peut amener beaucoup, par lequel on peut passer et créer des emplois. Oui. Alors si l'ONEM n'est pas beaucoup plus restructuré, n'est pas plus outillé ou peut-être financé de façon consistante, je pense que l'échec peut être possible. Mais si ils le font bien, si la chef du gouvernement regarde mieux la chose et pense à répondre à ce pilier qui est le pilier du chef de l'État, qu'il a proclamé ça à la période de campagne, et donc la jeunesse le regarde et attend quelque chose dans ce sens-là. Voilà, nous allons également parler de la sécurité. Cette question épineuse qui affecte la République démocratique du Congo dans tout ce coin, recoin. L'Est de la République démocratique du Congo, en 80%, elle est embrasée par de groupuscules, des groupes armés, pour des questions économiques, d'intérêt économique ou d'intérêt régional, mais le problème est réel. L'Est est touché, affecté par les ennemis de la paix qui nous ont imposé cette guerre
Pensez-vous que le gouvernement souminois sera à mesure même de faire face justement à ce défi? Parce qu'il faut le dire ainsi, plus les années passent, plus on se rend compte que cette guerre affecte sérieusement l'économie nationale. Tout à fait. Je pense qu'il faut lui donner toutes les chances possibles de réussir. Le chef de l'État qui s'est battu ou qui se bat encore depuis déjà le premier mandat et le deuxième qui est entamé, je pense qu'il a une idée claire comment terminer cette guerre. Il avait fallu qu'il se mette d'abord au travail, rajeunir notre armée, la former, lui donner beaucoup d'expertise et y mettre de l'intelligence et former les capacités. Aujourd'hui, on peut dire que la Première ministre a ici un instrument fondamental pour pouvoir réguler la question de la sécurité à l'est du pays. L'agresseur qui est Kagame, mais qui nous fait la guerre par procuration, et cette guerre est commanditée par l'Occident, nous le savons, le chef de l'État lui-même l'a dit plusieurs fois. Ce monsieur qui est un va-t-en-guerre, qui se nourrit du sang humain, je voudrais dire un criminel, qui nous fait la guerre, qui déstabilise notre pays à ce niveau-là, je pense qu'il est à la fin. Il faut faire la lecture de l'histoire. Il a été placé en 1997 par les Américains et tous les globalistes qu'on appelle les Européens ou les Occidentaux, et pour se débarrasser d'un bout qui a été installé déjà en avance par les mêmes personnes, les mêmes cartels occidentaux. Aujourd'hui, Kagame est parti, vous voyez les émissions que les Occidentaux eux-mêmes font sur lui. Et ils prennent Ruto, le président kenyan, maintenant qu'il place comme un gendarme qui va gérer toute la sous-région. Et je pense que tout cela, ça nous amène, les Congolais en général, et le chef de l'État et le gouvernement en particulier, de nous mettre ensemble pour lutter contre cette insécurité qui est récurrente au niveau du Nord Kivu et du Sud. Et il faut prendre aussi du côté de Kisangani, où il y a encore des corpuscules de rebelles qui surgissent, parfois des Congolais de service qui sont dedans et qui ne comprennent pas que leur pays est en difficulté. De l'autre côté, l'insécurité peut être combattue une fois qu'on ait une perspective de formation sur le plan de l'éthique. Vous constatez qu'il y a beaucoup de trahisons au niveau de l'armée. Oui. Il y a beaucoup de trahisons au niveau des acteurs politiques. Et tout cela, c'est un problème réel. Et c'est à ce niveau-là que la chef du gouvernement devra prendre des mesures sérieuses pour réaliser ce que j'appelle souvent la répression chirurgicale. C'est une répression qui s'apparente justement à la peine capitale, par exemple. Un officier supérieur qui aurait des accointances avec l'ennemi, cette personne doit être représentée à la population comme étant un traître. Un traître. Et de ce point de vue-là, c'est la haute trahison, il peut être liquidé juste pour permettre au pays d'évoluer. Parce qu'avec cette insécurité-là, notre pays est en train de patauger dans la boue ou dans la situation catastrophique, infernale, où la population ne peut pas sortir. Donc l'économie patauge. Tout est orienté là-bas, alors qu'il y a l'Ouest qui en souffre. Allez-y à Kananga, allez-y à Congo, allez-y partout, c'est la souffrance, c'est la misère. Parce que toutes les revenus sont envoyés pour l'effort de guerre. Et donc ça, c'est très important. Et la ministre, je pense, la Première ministre est capable, avec le soutien du chef de l'État, d'amener vraiment ce changement à ce niveau-là. Nous avons une armée aujourd'hui très moderne, et une armée très bien structurée, et en même temps, nous avons les compatriotes Wazalendo qui sont là, dont le premier d'entre eux, c'est le chef de l'État qui est le vrai Wazalendo, qui prend son bâton de pèlerinage et qui a dû déstabiliser Kagame et tous ces gens sur le plan international. Et sur le plan interne, il avait fallu que cette guerre devienne une guerre nationale où on conscientise toute notre population pour amener cette jeunesse à aller combattre
et pour résoudre la question de l'insécurité dans notre pays. Et c'est cela, c'est que moi je reproche un peu, je m'excuse beaucoup, je mets entre guillemets, la RTNC qui nous présente des émissions parfois qui n'ont pas assez d'impact sur la population. Ici, les émissions devraient être des émissions de patriotisme. Il y a le livre de Charles Onana qui parle de l'Holocauste. Alors, ces livres devaient être connus. Et on devait faire des émissions sérieuses pour susciter ce patriotisme et amener la jeunesse, amener notre peuple à se focaliser sur cette question de la sécurité à l'est du pays. Mais voilà. Professeur Chikoji, on va revenir un tout petit peu en arrière, parce que là, vous avez parlé de l'éthique dont doivent revêtir les membres du gouvernement. Nous avons vu et suivi sur les ondes cette... comment on peut dire, la plupart, certains, si on peut dire ainsi, membres du gouvernement du mandat passé étaient accusés, pointés du doigt de détournement de fonds, de mauvaise foi dans la gestion même de la chose publique. Ne pensez-vous pas que ces faits peuvent entacher même la qualité ou l'image même du gouvernement souminois, puisque c'est un gouvernement souminois, si on peut le dire comme ça, parce qu'il y a certains membres du gouvernement qui sont reconduits dans ce même gouvernement souminois. Oui, ben, c'est un problème. Notre pays, fondamentalement, souffre de cette crise d'homme, de cette crise éthique. Quand on n'a pas une conduite, quand on ne s'est pas intégré dans ses activités, ses responsabilités politiques, les valeurs éthiques, rien ne peut marcher. Et j'ai toujours parlé des démons de la dérive. Vous allez me demander, est-ce que je suis un pasteur? Non. Je ne suis qu'un philosophe qui réfléchit sur les démons de la dérive qui hantent tous les cartels politiques que nous avons ici au pays. Je vais citer parmi ces démons de la dérive, il y a la corruption, qui est devenue endémique et même criminelle. C'est ce que nous voyons dans beaucoup de ministères et cette pratique doit être vraiment, vraiment prise en compte. La corruption est une gangrène, comme disait le chef de l'État lui-même, qui détruit le fonctionnement normal d'un gouvernement et d'un pays. Il y a aussi les détournements qui sont devenus monnaie courante. C'est récurrent. Un ministre qui doit détourner des millions. Mais au détriment de tout un peuple, d'un projet. Et ce ministre est là. Il est là, on lui fait la complaisance, il corrompt partout, il corrompt la justice. Et à ce moment-là, on le regarde. Et malheureusement, il y a de lois également érigées en leur faveur. Parce que, oui, franchement, c'est un problème. Oui, j'ai entendu une députée là, je n'ai pas son nom tout de suite, qui avait interpellé la chef du gouvernement. Honorable Kavira. Kavira, par exemple, qui disait que, madame, si vous voulez réussir, il faut combattre la corruption et le détournement à partir de votre bureau déjà. Donc, il y a moyen de faire ce que j'ai dit, la répression chirurgicale comme étant un instrument pour changer les choses. Même au niveau de la justice. Quand un magistrat s'est corrompu, un voleur, quelqu'un qui déstabilise tout simplement la justice, cette personne doit être interpellée. C'est ainsi que, en 2019, quand j'arrivais dans ce pays, après les études et tout ce que j'ai fait ailleurs, j'ai présenté un projet. Le projet était intitulé « Le Conseil national d'éthique ». Dans ce projet, il y avait 3 structures. La structure de lutte contre la corruption, la structure de changement de mentalité et la structure réseautique, c'est-à-dire une surveillance, une brigade de surveillance de tous nos ministères, mais qui devaient être branchés. Mais apparemment, les deux options que vous avez présentées existent. J'en arrive. Oui, je vais vous expliquer que ce projet avait été détourné par ceux qui étaient au pouvoir au niveau du cabinet du chef de l'État. On y a nommé les gens qui sont là, qui n'ont pas la philosophie de fond, c'est pourquoi ça ne marche pas, et eux-mêmes, ils sont corrompus, ils sont dedans,
rien ne marche. Des petites choses, on a fait même de certains agents qui sont devenus des roulages, comme pour dire qu'il y a changement de mentalité. Donc ça, c'était dérisoire et que le projet n'avait pas été compris au départ. Puisque la philosophie du fond, il y a là un problème de formation aux valeurs. Et les formations aux valeurs, il faut aller à la première enfance. Et on peut donner des cours de ces valeurs, de la transformation par les valeurs dans ce pays à partir de la première enfance. Vous voyez ça? Et ils n'ont pas fait ça. Un professeur d'université peut s'abaisser pour donner cours à l'école primaire et expliquer ce que c'est les valeurs républicaines, les valeurs humaines, les valeurs citoyennes. Mais ça n'existe pas. Maintenant, il y a un ministère, je m'excuse beaucoup d'aller jusque-là, il y a un ministère qui s'appelle la formation nouvelle citoyenneté, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? La citoyenneté, ça signifie quoi? J'ai publié un ouvrage dernièrement, en 2022, qui s'intitule Espace public et citoyenneté, citoyenneté publique. Donc, je crois que ce livre n'est pas lu. Même le ministère de la soi-disant citoyenneté n'est pas informé de la sortie de ce livre. C'est un problème. Il faut que les intellectuels dans notre pays prennent le pouvoir d'expliquer, même aux ministres, passer par là, leur donner des leçons de la bonne gouvernance. Et ce sont des professeurs que nous sommes, qui devraient normalement être invités à donner ces leçons sur la bonne gouvernance. Et je pense qu'ils se posent maintenant, dès qu'ils ont pris la remise et reprise, ont-ils signé une charte éthique pour dire, voilà, nous signons cette charte éthique, si nous faisons ceci, nous devons être interprétés. Mais en principe, ils devraient aussi passer à la déclaration de tous leurs biens. Oui, mais c'est ce que j'appelle charte éthique. Mais il ne suffit pas de déclarer les choses, mais il faut avoir une conduite. Vous êtes soupçonné, puisque le projet que j'avais amené avait le seul principe, c'était la rumeur et le soupçon. Si vous êtes soupçonné, ou les gens parlent de vous en mal, que vous avez détourné l'argent, ce Conseil national d'éthique devrait l'interpeller et jouer le rôle, par exemple, du ministère public pour pouvoir l'assigner en justice et le contraindre à ne pas voler. C'est toute la grande philosophie qui était dedans, mais malheureusement, mon projet a été détourné. Je n'ai pas eu la chance de le déployer. Mais je pense que la question éthique reste fondamentale. Il ne faut pas l'éluder. C'est une question qu'il faudra vraiment que la Première ministre puisse prendre en charge. La particularité aussi dans ce gouvernement, puisque nous y en parlons, est cette représentativité de femmes. Nous avons vu plus de femmes, hein, contrairement à d'autres gouvernements précédents. Pensez-vous que cette influence-là féminine, hein, dans ce gouvernement pourra apporter quelque chose de nouveau? Oui, on peut dire que on peut penser dans ce sens-là, mais il y a des femmes aussi qui volent beaucoup et qui sont dedans. C'est pas cela ce qui est important. Ce qui est important, c'est que c'est l'évolution de la mentalité des Congolais, mais surtout le champion que vous appelez Félix Antoine. Oui, voilà, c'est lui à qui on doit jeter ses fleurs, parce que il a quand même augmenté un pourcentage par rapport à ce qu'il a fait le premier mandat. Mais je pense que ici, c'est une chance pour nous d'évoluer dans tous les secteurs. Il faudra maintenant qu'on arrive à la parité parfaite. C'est-à-dire qu'il y ait 50-50 et qu'on trouve bien. Et de l'autre côté, il faut reconnaître aussi que les mamans, les femmes qui sont des ministres, sont des bonnes personnes qui peut-être ont des retenues chaque fois qu'il faut qu'on puisse voler quelque chose ou détourner de fonds. Je pense qu'il faut donner beaucoup plus de crédit aux femmes qui sont aujourd'hui des ministres et qui peuvent faire un bon travail pour le bien de la population par rapport aux hommes que nous avons vus depuis toujours, des grands détourneurs qui sont satanaboliques, comme je le dis, et qu'aujourd'hui on donne la chance au moment de faire un bon travail, et je les salue toutes et je les encourage à aller de l'avant pour que le chef de l'État puisse grandir dans ce qu'il fait. Nous allons parler d'un autre sujet, la révision de la Constitution du 18 février 2006. Est-il opportun de le réviser? Est-il important de le faire, professeur Sylvain Chikoji? Oui, je pense que c'est plus qu'opportun. Nous n'avons pas
une constitution. Je ne suis pas constitutionnaliste. C'est vous qui le dites. Je laisse la responsabilité aux professeurs qui sont comme les Mbata. Ça, c'est leur droit. Mais moi, je fais une réflexion d'un philosophe qui s'est dit qui a fait la lecture de cette constitution. Je vous assure que ça, c'est des choses un peu drôles. Cette constitution ne répond à rien sur les aspirations de notre population, de notre pays. C'est une constitution, je dirais, des belligérants qui a été réalisée justement pour satisfaire l'un ou l'autre. Regardez, le chef de l'État a été investi en janvier. Pour avoir ce gouvernement, on a fait beaucoup d'acrobaties politiques. Il faut passer par des structures, il faut passer par ceci, par cela. Tous les caciques qui ont géré ce pays viennent là, ils mettent leur nom, ils mettent leurs enfants, leur parenté. Et tout cela, ça complique le fonctionnement réel du gouvernement ou du pays. Donc, nous avons ici une opportunité pour pouvoir changer cette constitution, réécrire l'histoire de notre pays et donner la possibilité au pays de se développer, de se transformer d'une façon qualitative et se mettre sur les rangs de toutes les nations émergentes. Et je pense que les députés d'aujourd'hui, ceux qui nous représentent, qu'ils soient capables de remettre la question de la révision de la Constitution sur la table. Et ça devra être une priorité pour qu'on puisse donner des instruments nécessaires à notre pays de se développer. Prenons par exemple la question que Noël Echani, le professeur Noël Echani, pour laquelle il se bat aujourd'hui, de père et de mère. Par exemple, cette question est fondamentale. On ne peut pas mettre des hybrides, comme on le dit en Tchinouba, les Tunyunyum, c'est-à-dire qu'il est à la fois une souris et un oiseau. Donc ça pose problème. Mais qui font ces Tchinounyum pour tout là? Oui. Qui le font? Ce ne sont pas des Congolais. Non, mais ça a été fait. Ça a été fait à un certain moment lorsqu'ils ont rédigé la Constitution. Ils ont enlevé ces dispositions qui existaient déjà du temps de Mobutu, qui étaient dans la Constitution zaïroise, où on ne pouvait occuper des postes régaliens. Mais justement parce qu'ils se sont rendus compte, les législateurs s'est rendu compte peut-être qu'il y avait une évolution de l'homogénéité naturelle. Non, ce n'est pas ça. On ne peut pas dire du coup pas ça, madame, puisque ce sont des enfants que nous avons fait avec un étranger qui ne peuvent pas revenir diriger. Et il devient président de la République. Il devient président de la République. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Il devient ministre estimez-vous que tous ces ministres qui sont à la tête de différents ministères n'ont pas de double nationalité? Oui, mais c'est le travail des services de sécurité, des services de renseignement. Ils doivent faire un travail de fond pour savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Et si on dit qu'il faut qu'il y ait de fils, de père et de mère, cela n'exclut pas les autres. Il ne s'agit pas de ça. Mais pour des postes régaliens, donc des ministères qui sont importants, où il y a la souveraineté du pays, donc on ne peut pas mettre n'importe qui. Les Américains ne le feront jamais. Donc les Français ne le feront jamais. Ils ne vont pas prendre un noir, on le met à un poste important. Non, ce n'est pas ça. Mais on n'exclut personne. Ils peuvent assumer d'autres fonctions, ils peuvent être bien, mais par exemple pour la Banque nationale. On ne va pas quand même mettre quelqu'un qui est à la fois étranger et à la fois congolais. Donc là, c'est un danger. Donc, c'est un exemple pour dire qu'il y a des dispositions qui ont été enlevées justement pour favoriser cette filtration au sommet de l'État. Et nous avons vécu ça. On a eu quand même dans ce pays certains dirigeants qui ne sont pas des dirigeants congolais, mais qui nous ont créé beaucoup de mal. Aujourd'hui, nous avons l'insécurité à l'est du pays. Tout ça, il faut le comptabiliser pour pouvoir remettre remettre la Constitution en cause et puis changer, faire une nouvelle lecture, une nouvelle écriture de notre Constitution pour répondre à nos besoins. Au-delà de ces deux points épinglés, y a-t-il aussi d'autres points, ou dispositions que vous estimez qui peuvent aussi bénéficier de ces nettoyages? Oui, mais moi je pense que je parle plus de certains ministères qui sont régaliens, de certaines responsabilités politiques d'une importance capitale, comme le ministère de la Défense par exemple, le ministère de la Justice,
Vous voyez ça? Et ça demande qu'il y ait quand même une prise de conscience que ces ministères ne doivent pas être donnés à quelqu'un qui est à la fois congolais et étranger. Nous ne sommes pas, nous faisons ce qu'on appelle la discrimination positive, mais elle est fondamentale pour faire avancer le pays. Mais le point le plus important pour vous n'estimez pas que les idées peuvent justement faire avancer plutôt que la nationalité? Non, mais la nationalité, on peut bien être professeur, on peut bien être originaire, originaire, entre guillemets, mais pas être nationaliste. Ou patriote n'est pas être nationaliste. Parce qu'on a vu quand même, sous d'autres cieux, certaines qui n'avaient pas d'origine française ou belge ou espagnole, mais qui ont quand même apporté quelque chose de bien pour ces différents pays. Oui, mais c'est cela ce que nous voulons. Si vous êtes étranger, que vous êtes venu dans ce pays et qu'on vous offre une opportunité de gérer une portion du pouvoir, alors il faut être loyal. Puisque je parlais de l'éthique tout à l'heure. La loyauté fait partie des valeurs éthiques dans un pays. Et donc, si vous n'êtes pas loyal, on vous met dehors. Mais nous avons vu les gens à qui on a donné cette portion de pouvoir, qui ont trahi, qui ont amené le pays dans un gouffre, qui ont détruit le pays à leur niveau. Il y en a même d'autres qui étaient de députés, mais très arrogants et qui faisaient tête à la population congolaise. Vous voyez, c'est une difficulté réelle. Il ne faut pas la prendre avec beaucoup de légèreté. Donc, quand il faut, comme nous posons la question de la révision de la Constitution, je pense qu'il faut prendre cette disposition, la remettre, puisqu'elle a existé depuis toujours. Elle a existé. Peut-être, il y a d'autres dispositions qu'il faut changer. Par exemple, pour ceux qui sont à la fois congolais, qui sont nés ici, de père et de mère, mais qui ont été à l'étranger. À force de changer, oui, il faut qu'on change, puisque la diaspora a beaucoup servi ce pays, a maintenu l'économie de ce pays, et donc il faudra leur donner des chances. On ne va pas quand même prendre quelqu'un qui n'est pas né de père et de mère congolais, et on lui donne la nationalité acquise, et il devient ministre, il devient ceci, cela, pendant que les Congolais qui sont nés de père et de mère, qui sont à la diaspora pour des raisons d'études, qui reviennent, ils n'ont pas la possibilité d'accéder à certains postes importants du pays. Donc, cela, c'est, pour résumer, je voudrais dire que la révision ou la réécriture de notre Constitution est une nécessité impérieuse aujourd'hui, et je lance vraiment ce défi à nos représentants qui sont dans l'Assemblée nationale, et pour qu'ils puissent nous aider justement à revoir mais il n'y a pas qu'eux, ils peuvent prendre la mesure, mais il faut intéresser les scientifiques qui peuvent rédiger, puisque les meilleures constitutions n'ont jamais été écrites par les constitutionnalistes, comme on le dit. Oui. Ce sont plus les philosophes qui écrivent des meilleures. Vous voyez, dans l'histoire de toutes les constitutions, vous verrez qu'à la base, ce sont des philosophes qui écrivent. Mais souvent, les philosophes congolais sont mis à côté et on prend n'importe qui, on met dedans et il fait sa lecture comme il le veut. Mais aujourd'hui, il faut... je lance cet appel justement au gouvernement et de faire quand même appel aux philosophes qui peuvent réfléchir. Puisque dans un pays, dans une société, quand il n'y a pas de philosophes, c'est une société qui ne marche pas. Et vous voyez, les philosophes n'ont pas été considérés dans ce pays pour participer à un débat de ce niveau, à tous les niveaux. Voilà. Voilà, nous tendons sûrement et à la fin de cette émission. Je rappelle, nous sommes en train de passer en revue l'actualité de l'heure, qui est donc l'investiture du gouvernement souminois, Tsuluka, Judith, et aussi la question de la révision constitutionnelle. Professeur, nous ne pouvons pas terminer cette émission sans pour autant faire un clin d'œil au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aujourd'hui totalise 61 ans d'existence sur cette terre des hommes. Aujourd'hui, nous sommes le 13 juin. Un mot pour... Oui, je souhaite d'abord un joyeux anniversaire au chef de l'État. C'est un jeune qui vieillit de temps en temps à cause de ses responsabilités. Je pense que nous pouvons implorer le Très-Haut pour qu'il le bénisse, qu'il donne beaucoup de sagesse et qu'il puisse vraiment gouverner ce pays et l'amener à la paix totale
mais surtout au progrès social. Puisqu'il est de l'UDPS, c'est pourquoi je fais allusion au progrès social. Et je pense que nous lui donnons toutes les chances. Vous voyez qu'il a eu 73% des suffrages universels exprimés par notre population. Et je pense qu'on lui a donné tous les instruments possibles pour réussir. Et il est avec la population qui lui souhaite, à travers ma modeste personne, un heureux anniversaire et prie pour lui pour que Dieu puisse encore lui donner plus d'opportunités pour changer ce pays, le transformer d'une façon qualitative. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse en tant que chef de l'État qu'il n'a pas encore fait jusque-là? Oui, ce que je voudrais qu'il fasse... En regardant la caméra. Oui, je la regarde sérieusement. Je dis, monsieur le chef de l'État, en 2019, j'avais amené un projet que j'avais intitulé le Conseil national d'éthique. Ce projet a été détourné et je n'ai pas eu la chance de vous rencontrer pour vous expliquer le fond de ce projet. J'aimerais que ce projet soit remis sur votre table et que nous puissions en discuter parce que ce conseil peut être utile pour surveiller tous ceux qui détournent de l'argent dans ce pays, tous ceux qui font la pratique de la corruption, tous ceux qui sont hantés par les démons de la dérive comme le tribalisme, le détournement, la corruption, l'impunité. Et je voudrais que vous puissiez écouter au moins ma petite voix pour que ce Conseil national d'éthique soit installé dans ce pays. Voilà ce que je peux donner au chef de l'État comme les cadeaux d'anniversaire. Chers amis téléspectateurs, vous étiez là donc en train de suivre Question de l'heure. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. La question de la révision constitutionnelle sera certainement soumise au référendum, comme il est dicté par la loi du pays, c'est vrai. C'est l'avis du professeur Sylvain Chikoji Bumba qui voulait absolument que cette constitution puisse être révisée. Et vous avez également suivi avec moi cette intelligence sortie de ce grand scientifique qui veut absolument qu'il y ait une bonne éthique pour ces différents membres du gouvernement et surtout pour la première ministre, Judith Suminwa Tuluka. Mesdames, Messieurs, si vous avez de réactions à faire, n'hésitez pas